Un voyage dans le temps que nous vous proposons. Et c'est le vin qui va nous faire ainsi remonter les années des vins que l'on appelle les vieux millésimes. Ils ont parfois 100 ou 150 ans et ils sommeillent tranquillement dans des caves. Ils ont été vinifiés lors d'années exceptionnelles et aujourd'hui, ils n'ont pas pris une ride. Seuls quelques rares collectionneurs peuvent s'offrir ces élixirs qui atteignent des sommes astronomiques. C'est une visite en Bourgogne, dans ce monde des vieux millésimes que nous vous proposons. Avec pour guide notre journaliste Didier Guyot, accompagné de Philippe Évêque et Gérard Lemoigne, voici des flacons d'éternité. On les appelle vieux millésimes. Ils sommeillent dans des caves de Bourgogne. Ils ont 100, 150 ans plus parfois. Bernard Hervé, viticulteur négociant, veille sur tous ces trésors. Ces bouteilles traversent les siècles et pourtant elles ont une éternelle jeunesse. 1865, les plus grands spécialistes disent que c'est absolument extraordinaire d'avoir goûté ce vin une fois dans sa vie. François Audous se damnerait pour acquérir ce nectar. Ah, ça sent bon. Et pour ce collectionneur, quand une bouteille est sacrifiée sur l'autel de la dégustation, c'est un inoubliable moment d'extase. C'est un Beaune du château de 29. C'est une bouteille qui m'a fait trembler quand je l'ai bu. Mais un vieux millésime n'existe pas s'il n'a pas de passé. Jacques Irigaud, historien du vin, se souvient. Au XIe siècle, ici, des moines ont tout inventé et grâce à eux, ce breuvage est devenu immortel. Tout commence là. Et la légende rapporte qu'il goûtait la terre pour faire ses parcelles. De nos jours, certains vignerons s'appuient sur cette tradition. Roger Barre est de cela. Pour lui, le vin est passion. Les bouteilles d'aujourd'hui doivent devenir les vieux millésimes de demain. On me donnerait la plus belle femme du monde. J'en voudrais pas, c'est ma vigne que je veux garder. Bernard, François, Jackie et Roger, 4 personnages, 4 amoureux du vin, qui chacun à leur manière perpétuent l'histoire des vieux millésimes. Un jardin situé en plein centre de Beaune, le jardin du Château Fort, un bastion militaire érigé au XVe siècle. Bernard Hervé dirige la maison Bouchard, père et fils. Entourés d'un sommelier et d'un œnologue, ils descendent dans les entrailles du fort, comme on effectue un pèlerinage. Ici, depuis les années 1800, des trésors sont entreposés. La lumière est vraiment l'ennemi du vin. Et une bonne cave, c'est une cave qui est très sombre. C'est pour ça que nous sommes ici dans une atmosphère très, très sombre et où nous nous promenons avec le minimum de lumière. Avec des murs d'une épaisseur de 7 mètres, le vin est à l'abri du tumulte de la vie extérieure, le repos absolu. L'hygrométrie est à 80%, la température oscille entre 11 et 14 degrés, des conditions idéales. Dans cette cave, des millions de bouteilles sommeillent. Mais nos 3 visiteurs nous emmènent plus loin, dans un lieu encore plus magique. Derrière cette porte s'offrent à votre regard de privilégier quelques 5000 bouteilles du 19e siècle. 5000 bouteilles qui n'ont pas pris une ride et que l'on a su préserver. Alors ici, on a une bouteille de Clos Vougeot 1865 qui est le plus grand millésime du 19e siècle. 1865, un millésime qui fait rêver, c'était il y a 140 ans. Contrairement à ce qu'on peut penser, les plus vieilles bouteilles, c'est pas du rouge, ce sont du blanc. Et c'est du Meurs au Charme de 1846, presque 160 ans. Et des dizaines de bouteilles de ce cru prestigieux sont toujours là, intactes, protégées par ces vieux murs. Quand on ouvre une bouteille de vieux vin blanc, parfois on peut avoir des premiers arômes qui laissent à penser que le vin n'est pas dans sa meilleure forme. Et au bout de quelques minutes, on voit que le vin retrouve une jeunesse et que les arômes évoluent sur des vieilles bouteilles de vin blanc qui ont plus d'un siècle. On passe vers le flan au lait, le riz au lait, ensuite vers des arômes de crème brûlée et ensuite un peu de caramel. Ici, le temps semble s'être arrêté. Aucun élément extérieur ne vient perturber la parfaite harmonie des lieux. Et quand Yann Néon, sommelier, manipule une bouteille, il le fait avec le plus grand soin. Tous les grands millésimes du 19e siècle ont été conservés, comme ce Romanais 1865, une perle rare. C'est une bouteille rarissime, et en plus en 1865, eh bien, il n'en reste plus beaucoup dans le monde. Vous tremblez là? Je tremble parce que j'aimerais pas la faire tomber.
Et pour cause, pour l'acquérir, la seule possibilité est de participer à de rares ventes aux enchères prestigieuses, et là les prix de ces nectars atteignent des sommets. Aux États-Unis, au Japon, mais aussi en France, quelques collectionneurs plus que fortunés ont voulu acheter les trésors de cette cave. Des propositions alléchantes ont été faites, mais cet héritage-là ne se vend pas. Jamais on ne le vendra, parce que je crois que ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du patrimoine, ça fait partie de l'image de la maison, et le céder pour, je dirais, des besoins mercantiles, ça serait vraiment très triste. C'est mieux qu'une caverne d'Ali Baba, parce que c'est un musée, et c'est un musée où on est même capable de détruire des œuvres d'art, puisque ces bouteilles, on ne fait pas seulement que les regarder, nous les consommons. Dans cette grande maison de Bourgogne, depuis 2 siècles, on fait tout pour préserver les vieux millésimes. Mais pour prouver qu'ils sont toujours vivants et que le temps ne les a pas altérés, il faut les goûter. Quand je cherche le plaisir et je me régale. Alors une fois par an, avec quelques initiés, quelques privilégiés triés sur le volet et venus du monde entier, on déguste, on juge et on compare. Bon Yann, nous avons quand même des invités complètement exceptionnels. Les invités sont là, le dîner se doit d'être éblouissant. Joseph Henriot préside aux destinées de la maison Bouchard. Avec son petit casier et un papier à la main, il s'en va faire son marché en traversant les siècles. Et donc ce que je propose, c'est peut-être Montrachet 1865. Je pense qu'on va pouvoir les étonner. Une bouteille de Clos Vougeot 1865. Ah oui, elle a l'air en parfait Bien. état. Ah oui. Elle a l'air bien. Et puis après ça, je propose un Corton 34. Alors, 28. Vous connaissez aussi la case, vous? Jérôme a dit c'est 28-28. Hein. Et puis après ça, un Magnum d'Enfant Jésus 64. Bon, Parfait. nos amis sont gâtés, hein. Difficile de le dire autrement, parce qu'avec un tel choix de grands vins... Tout à l'heure, nous avons été chercher une bouteille de 1865. N'oubliez pas que c'est avant le phylloxéra, c'est le Second Empire, c'est Napoléon III. C'est l'époque de Haïda, de l'ouverture du canal de Suez. C'est absolument incroyable. Il ne reste plus qu'à dépoussiérer et poser de nouvelles étiquettes, et les bouteilles seront présentées sous leurs plus beaux atouts. Mais avant de servir de vieux millésimes, il est bon de vérifier qu'ils n'ont pas perdu tout leur éclat. Et la partie faible d'une bouteille a pour nom bouchon. Qu'il ne soit plus étanche, que de l'oxygène vienne à passer et c'en est fini de la vie du vin. C'est pourquoi tous les 30-40 ans, on change les bouchons des vieux millésimes. Voilà, on voit la remontée de vin qui montre qu'il y a un film qui est passé entre le goulot de la bouteille et le bouchon. Le bouchon n'a pas joué son rôle d'obturateur. Alors on goûte quoi aujourd'hui, Jérôme? Ici, pas de mauvaise surprise, les bouteilles sont irréprochables. La robe est très vive, très profonde, sombre. Les anciens déjà faisaient cela et sur un vieux grimoire commentaient la dégustation. Vous arrivez à lire, Christophe? Excellent vin, reste frais, ayant gardé une couleur jeune, très brillant, très bouqueté, soyeux, manque un peu d'amour. Amour entre guillemets. Alors je vais vous servir maintenant la bouteille mythique de Clos Vougeot 1865. Tous ces vieux millésimes dormaient dans la cave. Les voici révélés à la lumière. L'instant de communion peut commencer. La rencontre est magique. C'est pas possible de jeunesse. Il tire l'œil, il enchante le nez. Et là, il ne faut surtout pas remuer le verre. Dans un premier mouvement, on le hume comme ça. Extraordinaire. Alors, je vais vous servir parallèlement le Montrachet 1865. Autour de ces tables, des amoureux du vin, des esthètes. Ils sont sommeliers, collectionneurs, journalistes, œnologues, chefs d'orchestre, importateurs. Tous invités pour devenir de futurs ambassadeurs de vieux millésimes. Le plaisir pur. It's wonderful, parce que c'est encore vivant, très vite. Oui, bien sûr. C'est le Graal de tout collectionneur. On pourrait imaginer que c'est un fossile, enfin que c'est une chère vieille chose qu'on goûte par condescendance. Pas du tout. Je vais vous servir le Beaune Grève, vigne de l'Enfant Jésus. Et c'est cela qui surprend. Les vins sont d'une jeunesse étourdissante, nullement évantée. Pas de picotement, pas d'aigreur. Et au fil du repas, peu à peu, ils vont s'épanouir en une mosaïque de goût et de parfums, avant de mourir à tout jamais dans 2 ou 3 heures. Et il gagne en pureté aromatique tout au long du repas. Donc ne soyez pas trop pressés.
Essayez d'être patient jusqu'au fromage et vous verrez que ce vin va véritablement devenir une complexité aromatique, même d'une pureté aromatique qui va être complètement différente. Il a été enfermé 140 ans, donc il faut lui laisser un tout petit peu de temps pour qu'il s'aère tranquillement. Il n'y a aucun défaut analytique qu'on trouve. Parmi les invités, un spécialiste incontournable, Michel Béthane, auteur d'un guide de vin de référence. Ce soir, le critique est conquis et subjugué. Ce vin est extraordinaire. Hein. D'ailleurs, moi, on me le sert, je lui donne 70 ans ou 90 ans de moins. Hein. Je ne peux pas imaginer qu'il est sans... C'est impossible humainement d'imaginer que ce vin-là a pratiquement 150 ans. Alors, je vous sers en parallèle le Corton 1934. Alors, je vous sers le Chevalier Montrachet 1964. Et si le temps qui passe ne détruit pas le vin, mais au contraire, parfois bonifie certaines années, c'est parce qu'il y a longtemps, les moines vignerons du Clos Vougeot ont fait naître un breuvage immortel. C'est toujours émouvant de se retrouver ici parce que c'est ici, ça c'est une certitude historique, que se sont construits pas à pas les grands principes pour faire les grands vins. Jacques Irigaud, historien, était présent à la soirée dégustation. À chaque verre d'un cru de Bourgogne, il ne peut s'empêcher de penser à ces moines, défricheurs. Dès le XIe siècle, et pendant 800 ans, ils ont tout inventé, tout expérimenté. Depuis les vendanges jusqu'à la vinification. Donc on faisait tourner tout ça à la main et ça allait tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Puis ça coulait là. Voilà, donc là, il est passé des milliers de litres qui sont passés par là, qui sont descendus dans des récipients, et après on mettait ça... L'œil est malicieux, le regard s'illumine, Jacques Irigaud rayonne et replonge avec délectation dans le passé. Mais il est une chose qui le fascine encore plus. Aucune des parcelles où les vignes ont été implantées par les moines, il y a de cela plus de 8 siècles, aucune de ces parcelles n'a changé. La mosaïque de climat définie par les moines est aujourd'hui identique. Quand on se promène dans ces fameux climats bourguignons, eh bien, il fait un peu plus chaud ici, un peu plus froid là, un peu plus d'air ici. Et donc, avec une patience de bénédictins, ces moines ont dessiné ces parcelles, ces climats. Donc, et la légende rapporte qu'ils goûtaient la terre pour faire ces parcelles. Retour en 2004, on vendange dans les vignes de Bourgogne. Et pour élaborer les vieux millésimes de demain, on essaye de poursuivre les mêmes grands principes édictés par les moines. 80% des techniques employées aujourd'hui existaient déjà à leur époque. S'il pleuvait, croyez-moi que cette terre-là, elle est amoureuse. Hein? Ah, vous rigolez, mais oui, mais elle est amoureuse parce qu'elle colle aux pieds. Hein? Elle colle aux pieds. T'en as bu ce matin du Montrachet? Ah oui. Et puis tu vois encore droit. Hein? Ah oui. Roger ne goûte plus la terre, les moines ne sont plus là. Mais lui, le vigneron employé par la maison Bouchard, travaille en suivant le chemin qu'ils ont tracé. On a bien travaillé tous les deux. On va faire un bon Clos Vougeot, là. Bien souvent, quand je suis dans mes vignes, je leur parle. Comment que tu te portes, comment que tu vas, parce que la vigne, c'est vivant. Ils ont beau nous dire qu'on ne fera pas une grande année de rouge, mais on va quand même en faire une. Souvent dans mes vignes, je me dis, mais oh, ça va pas, hein. Tu causes. Toute la journée, je leur parle. Ouais. Ah, mon pauvre, ta vie est finie, quoi. On va en remettre un jeune. Elles ne me répondent pas. Mais si, elles me répondent. Vous savez comment qu'elles me répondent? Parce qu'elles m'amènent à la vendange. Le plus beau des raisins est possible. Faut pas trop en manger. Hein. Les vieux millésimes, Roger connaît, ses lèvres ne s'en lasseront jamais. Et quand vous travaillez et que vous vendangez, pareil que vous songez même pas au vigneron, la sueur, la misère. Non, c'est vrai. Ah. Non. Mais lui, le paysan vigneron, comme il aime à se définir, c'est qu'avant tout, il faut, en toute humilité, respecter le terroir. Moi, je pense. Regarde. Ça. C'est la terre du Clos Vougeot. C'est la terre que ces moines, au XIIe siècle, hein, regardez là, au XIIe siècle, ils ont créé, défriché. C'est leur mémoire qu'on transmet. C'est leur façon de faire et ils sont souvent eus.
Un bon vin ne peut naître que dans la passion. Et François Audouze, collectionneur, en sait quelque chose. Le voici quelque part en région parisienne, dans un lieu que nous tiendrons secret. C'est ici, niché dans des entrepôts, à l'abri des regards indiscrets, qu'il cache ses trésors. Alors voici un achat récent. François Audouze revient avec une nouvelle acquisition. Château d'Yquem, 1949. 3 nouvelles bouteilles qui s'en iront rejoindre toutes les autres. Des crus prestigieux aux petites appellations. Depuis 30 ans, François Audouze a accumulé plus de 5000 vins différents. Là, regardez, c'est assez amusant, une fine Languedoc de Félix Potin. Ça fait partie de ma démarche qui est d'essayer d'explorer toutes les saveurs, tous les horizons de goût. Donc, je ne m'arrête à aucune appellation en particulier, j'explore tout. Je suis resté très enfant. Et de voir cet orange qui se lèche les babines, je trouve ça absolument amusant. Donc j'ai fait une petite chapelle. J'ai mis des Maury 59 à gauche, des Maury 47 à droite. Et en découvrant le vin, cet ancien chef d'entreprise est entré en religion. Et devant ces chapelles, de temps en temps, il vient se recueillir. Ça, ce sont des magnums de Pétrus 59. Pétrus, Aubryon, Romanée Conti, mais aussi cognac, Banyuls, whisky, tout est là, tout se goûte. Voilà un Massamel de 1974. Compte tenu de ma consommation d'alcool actuelle, il y en a pour un peu plus de 1000 ans, à mon avis. Il y a une couleur. Et quel plaisir pour cet épicurien que de déguster un vieux millésime. Et là, il y a toute la Bourgogne. Ce Corton 47 acheté lors d'une vente aux enchères est un miracle à lui tout seul. 57 ans fermé et le voici qui se livre. Une petite odeur de grenier, il y a une petite odeur de bois. Alors là, maintenant apparaissent tous les goûts de champignons. Ma recherche, c'est évidemment ces vins complètement parfaits. J'en ai bu quelques-uns, peut-être, je ne sais pas, sur les milliers que j'ai bu, peut-être 10, 20, où vous avez l'impression que vous avez atteint la perfection absolue du vin. Et là, wow, tout s'arrête. On ne parle plus, on goûte et puis on est dans une véritable extase. On a trouvé le vin parfait, le vin idéal, le vin éternel, ce que j'appelle le vin éternel. Et c'est justement cette extase, cette explosion aromatique en bouche que François Audouze recherche en permanence. Et pour acheter ces vins chargés d'histoire, il lui faut courir les ventes aux enchères aux 4 coins de France. Nous sommes à Saint-Maur, en région parisienne. Des milliers de bouteilles sont exposées. François Audouze part en exploration. Là, par exemple, il y a une vitrine qui me tend les bras, donc là, ça va être intéressant. Et catalogue à la main, il s'en va regarder, fouiner, ausculter. Il y a des choses très jolies. 461, c'est beau. 462, ça va. Là, Hermitage de la Chapelle 61, c'est évidemment parfait. Donc, François Audouze se délecte. La vue du vin est déjà une jouissance. Ah, ça c'est joli. C'est la Mouton 22 Ouais, la Mouton 22. Ça c'est beau aussi. Ah, j'aimerais bien voir les impériales d'Yquem. À lui de vérifier l'état des bouteilles qui l'intéressent, car toutes n'ont pas été forcément bien conservées. Fillot 29. Le goût a pu s'éventer, les bouchons ont de la pourriture, le breuvage s'est peut-être évaporé. Oh là, c'est mauvais, ça. Regardez, il y a de l'air. Il y a de l'air sur le bouchon. J'aime pas trop ça, moi. On le voit là. 170 et c'est pris sur ordre. C'est bien à 170. La vente aux enchères a débuté. Pas de bouteilles du 19e siècle, mais François Audouze a repéré quelques bonnes années aptes à vieillir. Petit demi-épaule, étiquette parfaite, capsule d'origine. Allez, 200 €. 380. Quelques clients qui n'ont pas pu se déplacer ou qui préfèrent ne pas se faire connaître renchérissent au téléphone. Nous sommes à 400. 10. C'est bon, c'est pour vous. Nous sommes à 420. Sans regret, c'est vu. Pris par la passion, François Audouze va multiplier les achats. 1030. 1030. Certaines bouteilles lui échapperont, mais il va en acquérir quand même plusieurs dizaines. 30. Coût estimé de la dépense, plus de 10 000 €. Forcia. Ouais, 400, allez. Hermitage, La Chapelle, 1961. 2200 €. 2200. 50. 2300. Alors, je sais exactement, enfin, sauf erreur de calcul, où j'en suis. Et 2, c'est complètement déraisonnable. Faut pas hésiter à passer les barres, monsieur. À juger 200.
Outre les ventes aux enchères, certaines grandes maisons acceptent au compte-gouttes de vendre des vieilles bouteilles à quelques particuliers. Là, cette personne va prendre quelque chose qui a été fait par des gens qui étaient là il y a plus de 150 ans. Il n'y avait pas l'électricité, on était au temps de la machine à vapeur. C'est quelque chose. Stéphane Follin-Arbolet, fils de vigneron et directeur commercial de la maison Bouchard. Cette commande-là, elle va peut-être partir à l'Élysée ou chez Ducasse. Tout est fait à la main. Les bouteilles sont nettoyées, puis emballées comme des œuvres d'art avec du papier de soie. Toutes sont assurées en cas d'accident, un luxe de précaution pour des colis prestigieux. Alors Nathalie, aujourd'hui on a une commande du Plaza. Oui. Alors pour Paul Bocuse. Des grands chefs, des grands patrons et des milliardaires aux quatre coins de la planète. Tout le monde ne peut pas appartenir au club très fermé de ces dégustateurs. Réservation de Georges Blanc qu'il faudra livrer fin juin. Voilà. Les collectionneurs branchés qui connaissent et qui sont passionnés, effectivement, nous viennent du monde entier. Américains, taïwanais, japonais. Il y a la rareté de ces bouteilles, mais aussi le prix, dissuasif, entre 1 000 et 20 000 euros pour un plaisir éphémère. On va essayer de la faire couler plus. Retour avec Roger, à l'amour immodéré pour le vin. Les vendanges sont désormais terminées, alors il est venu aider son ami, André Pernin-Rossa. Il presse à l'ancienne un Vosne romanais premier cru. Ah, j'aurais dû monter un verre pour qu'on goûte. Qu'on goûte, qu'on voit comme il y a. Ça se fait bien. Aviron, il a pas sa tasse. Aviron, il a pas sa tasse. Non, mais elle est... Goûtez-le. J'allais dire une bêtise. Atmosphère de nostalgie pour ces deux compagnons. Je suis étonné par les fruits rouges. Ah oui, oui, oui. Moi, j'appelle ça votre petite chapelle. Le petit sanctuaire. Roger et André, c'est un peu les gardiens de la tradition. C'est pourquoi ils sont sceptiques sur les vins d'aujourd'hui. Des vins qu'ils jugent moins tanniques, moins puissants. C'est toujours un doux bruit, hein. Et surtout des vins élaborés trop rapidement. Pas de lent vieillissement, pas de longue cuvaison. Le client consomme vite. On ne fait plus les mêmes vins qu'avant, on ne fait plus des vins de garde. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, loin de là, c'est même bon ce qu'ils font. Mais la grande question que je me pose aujourd'hui, justement, est-ce qu'ils vont tenir? Est-ce qu'on fait des vins aussi vieux qu'on en a fait avant? Alors là, c'est la grande question. Ça, j'ai peine à y croire et j'y crois pas en plus. Leur secret espoir à tous les deux, que leurs vins vivent longtemps et qu'au XXIe siècle, on les goûte encore. Quel vin, hein, moi. Fabuleux. Voilà. Et il y a encore de la moche, hein. Ah ben il va parcourir le temps, celui-là. Hein. Ah ben là, il a encore du temps devant lui, oui. Dans 50 ans, ça, je vous garantis que vos petits-enfants vont le déboucher. En se disant, tiens, le vieux, il faisait pas si mal. Ouais. On dit que le vin, c'est de la chimie. C'est faux. Ben oui, c'est voilà. pas de la chimie. C'est pas de la chimie. C'est justement, c'est là où il y a du mystique. C'est de l'alchimie. Oui, oui. Et l'alchimie, bah... J'y crois, cette affaire de mystique. Bah oui, il y a sûrement quelque part, oui. Bah, oui. C'est le mystère des vieux millésimes. Bah, voilà, c'est exactement ça. Ouais, oui. Mais Elviron, c'était laisser le temps au temps. Voilà. Bah, Penser qu'un vieux millésime de garde serait un vin comme les autres tiendrait du blasphème. Non, celui-ci est né d'une rencontre exceptionnelle entre la nature et l'homme. Il en existerait 10 par siècle, pas plus. La récolte 2004 est désormais en fût. Mais pour Roger, le travail de la vigne continue. Il faut tailler, couper, attacher, rogner, embellir des vignes pour qu'elles donnent les plus beaux raisins du monde. Des vignes que Roger ne voudrait jamais quitter. Je suis né au sein d'une vigne. Et puis, je voudrais bien partir dans cette vigne-là. À tel point que, regardez, cette boîte-là ne me quitte jamais. Hein, c'est une boîte anonyme. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? De la terre de ma vigne. Et c'est vrai. Et cette terre-là, elle s'en ira avec moi. Et elle vous suit partout, cette terre? Oui. Partout, elle me suit. Et je ne l'ai pas fait exprès. Croyez-moi, partout, 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 elle est toujours dans ma poche. En 1999, la maison Bouchard a mis de côté 100 000 bouteilles. En 2099, 100 ans plus tard, Roger ne sera plus là, mais de nouveaux vignerons pourront déguster avec délectation quelques bouteilles. Un vieux millésime vient de naître.